bonjour. Je vais parler de deux problèmes d'ordonnancement liés. En particulier, je vais aujourd'hui essayer de résoudre le second en utilisant les résultats liés au premier. Et je voudrais commencer par dire que les résultats d'aujourd'hui sont un travail en commun, le fruit d'un travail en commun avec Feivel Fogel, qui est en thèse à l'école polytechnique, et Milan Vojnovic, qui est chez Microsoft Research. Excellent timing, bonjour. Je vais commencer par parler de sériation, en fait. Je ne suis pas sûr que le terme soit parfaitement français, mais vous verrez qu'il est au moins assez explicite. Et ensuite, utiliser les résultats sur la sériation pour produire des algorithmes, une nouvelle classe, disons, d'algorithmes pour l'ordonnancement à partir d'informations de préférence par paire. Donc, sériation, c'est très facile à décrire, et c'est plutôt graphique. On a comme information initiale une matrice de similarité qui ne satisfait pas d'hypothèse particulière. En particulier, elle n'est pas supposée être issue d'une métrique, etc. Donc on ne présuppose pratiquement rien sur cette matrice, excepté une propriété importante qui est que cette matrice de similarité reflète la similarité entre un certain nombre de variables qui ont une structure sérielle. Donc ces variables sont organisées le long d'une chaîne unidimensionnelle. Et ça se matérialise comment en termes de similarité? Eh bien, on va supposer qu'il existe une permutation pi des coefficients de la matrice ou des variables, un ordonnancement de ces variables, tel que la matrice de similarité, une fois réordonnée, décroît lorsqu'on s'éloigne de la diagonale. Et on va appeler cette propriété de décroissance, donc en gros, qui se visualise en 3D comme ceci, une propriété dite de R-matrice, en l'honneur de Robinson, qui est le premier statisticien à avoir travaillé sur ces matrices de similarité dans les années 60, si mes souvenirs sont bons. D'accord? Donc, l'idée, c'est qu'on sait que la matrice de similarité qu'on observe a une structure sous-jacente qui ressemble à ceci. D'accord? Et ça, on voit bien que c'est cohérent avec une structure par chaîne. Deux variables qui sont très proches dans la chaîne ont une similarité relativement élevée. Deux variables qui sont très éloignées dans la chaîne ont une similarité relativement basse. D'accord? Donc ça, c'est la structure sous-jacente à nos observations. Malheureusement, ce n'est pas ceci qu'on observe, mais plutôt une version désordonnée de la matrice. D'accord? Et le problème de sériation, c'est le problème de passer de ces observations désordonnées à la reconstruction de l'ordre originel des variables, ordre qui satisfait cette hypothèse sérielle. D'accord? Donc on observe une matrice de similarité symétrique désordonnée qui ressemble à ça, et on cherche à reconstruire la permutation qui replace les coefficients de cette matrice en configuration R. D'accord? Donc c'est un problème qui s'écrit sur l'ensemble des permutations. Il est évidemment a priori combinatoire, potentiellement sans espoir. Il y a n factoriel solutions, et l'algorithme naïf qui consiste à les essayer toutes est évidemment désespéré d'un point de vue numérique. D'accord? Donc ça, c'est sériation. On a une observation de similarité sur un ensemble de variables dont on sait qu'elles sont organisées sous forme de chaîne, et on cherche à reconstruire l'ordre qui place ces variables dans leur configuration en chaîne. D'accord? Donc ça, c'est le problème de sériation. Directement lié au problème de sériation, un autre problème qui s'appelle le problème des incontigus. Il est énoncé un petit peu différemment, mais on va voir qu'il est directement lié. Dans le problème des incontigus, on observe une matrice binaire. Elle n'est pas symétrique cette fois-ci. Et de nouveau, on l'observe dans le désordre, mais on va supposer qu'il existe une configuration de cette matrice telle que les coefficients de chaque ligne, les coefficients égaux à 1 dans chaque ligne, sont contigus. D'accord? Et l'idée, de nouveau, est de trouver une permutation qui replace la matrice observée dans cette configuration. Donc, de nouveau, un problème écrit sur les permutations, de nouveau, un problème potentiellement désespéré d'un point de vue numérique, puisque l'ensemble des solutions est de taille combinatoire. La seule chose qu'on peut dire directement sur ce problème de incontigu, c'est que, en fait, si on regarde la matrice carrée, donc si on appelle C cette matrice d'observation binaire sur les variables, si on regarde la matrice C transpose C, on observe que dans le cas où elle est reconfigurée, où les colonnes sont réordonnées correctement, la matrice C transpose C satisfait l'hypothèse R. Autrement dit, ces coefficients sont décroissants lorsqu'on s'éloigne de la diagonale. Et en fait, très tôt, Kendall a montré que si on est capable de résoudre le problème de sériation sur la matrice C transpose C, on est capable de résoudre le problème des incontigus. D'accord? Donc ces deux problèmes sont liés.
résoudre l'un, c'est résoudre l'autre. Et donc, dans ce qui suit, je vais m'intéresser essentiellement à la sériation. Quelle est la motivation principale derrière ces problèmes? On peut imaginer pas mal d'applications, mais disons une des plus naturelles, même si sériation n'est pas l'algorithme de choix aujourd'hui pour ordonnancer l'ADN, une des applications naturelles de ce problème de sériation, c'est l'ordonnancement, le séquençage de données ADN. Pourquoi? En fait, dans le séquençage ADN aujourd'hui, la principale limitation dans la lecture des données génétiques, c'est la longueur des brins qu'on est capable de lire sans erreur. D'accord? Donc l'ADN humain, enfin un chromosome, c'est plusieurs millions de bases, d'accord, AG, etc. Et en fait, les technologies actuelles permettent de lire des brins d'ADN. Enfin, il y a beaucoup de technologies et elles ont toutes des caractéristiques différentes, mais disons que les technologies classiques, celles qui sont les plus utilisées pour l'instant, permettent de lire des brins d'une longueur d'une centaine de bases. D'accord? Parfois 1000, mais rarement au-delà. Donc on va chercher en séquençant, enfin l'idée du séquençage ADN, c'est l'idée du séquençage ADN dit shotgun, c'est de partir d'un brin d'ADN contigu, d'accord, de le répliquer en une cinquantaine d'exemplaires, par exemple, ça c'est facile. Et ensuite, on n'est malheureusement pas capable de lire ces brins d'ADN originels d'un seul tenant. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on les découpe en petits morceaux et qu'on séquence par contre l'intégralité de ces petits morceaux. D'accord? Donc quand on a fait ça, on se retrouve avec une soupe de brins d'ADN de longueur 100 à peu près, ou 1000 en fonction des technologies, qu'on a pu séquencer intégralement. Et le problème ensuite, c'est de passer de ces brins à la séquence complète. D'accord? Qu'est-ce qu'on sait de plus sur ces brins? C'est que comme ils sont issus de 50 copies du génome originel, et qu'en plus ces copies ont été découpées à des intervalles aléatoires de longueur vaguement constante, d'accord, certains de ces brins vont se chevaucher. En particulier, les brins qui sont contigus ou qui se chevauchent dans l'ADN originel vont se chevaucher de manière significative, et puis on aura quelques accidents dus à l'aléa et des accidents dus à la structure du génome où certains brins sont répétés. D'accord? Donc l'idée, c'est qu'on va avoir une soupe de brins, et parmi ces brins, on va avoir une mesure de chevauchement, à quel point ces brins sont similaires, à quel point sont-ils proches dans les séquences ADN originelles. Et ça permet de faire quoi? Ben, ça permet de créer une mesure de similarité, d'accord, la longueur commune à deux brins. Et l'idée ensuite, c'est de partir de cette mesure de similarité, qui est évidemment former une matrice de similarité à partir de ces mesures de chevauchement, et réordonner la matrice pour obtenir l'ordre de ces brins dans le génome originel. D'accord? Donc ça, c'est la théorie. En pratique, les choses sont doublement compliquées. D'abord parce que le problème lui-même est combinatoire, donc on a pris un problème combinatoire et on l'a écrit sous forme combinatoire. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment une solution. D'autre part, l'image que je donne ici du problème de reconstruction de l'ADN est évidemment très naïve et ultra simplifiée. Pourquoi? Parce que d'abord, la lecture des brins courts ne se fait pas sans erreur. Et pour certaines technologies, le taux d'erreur sur les bases est de l'ordre de 3%, donc ça, ce n'est pas dramatique. Il y a de nouvelles technologies qui émergent, dont une qui s'appelle Oxford Nanopores, qui permet de séquencer des brins beaucoup plus longs, de l'ordre de 10 000 bases, mais avec un taux d'erreur de l'ordre de 20%. Donc on a le choix des formes de souffrance, mais quoi qu'il arrive, on souffre. Donc ça, c'est le premier problème. Plus sérieux, en fait, l'ADN humain, dans sa structure, a des morceaux de séquences qui sont répétés. Et ça rend évidemment le problème de reconstruction lourdement dégénéré. Et sans information complémentaire en plus de ces données de chevauchement et de similarité, il est évidemment du coup impossible de reconstruire l'ordre originel de la séquence sans faire face à des problèmes combinatoires sérieux dus à ces répétitions. D'accord? Donc l'image générale est simple et directement liée à ce problème de sériation. En pratique, les choses sont beaucoup plus compliquées, ce qui veut dire que pour l'instant, en tout cas, d'abord quand on vous annonce avoir séquencé le génome humain, le résultat est très bruité et lourdement incomplet. Et d'autre part, les les algorithmes qui sont utilisés aujourd'hui pour séquencer et réordonner le génome humain sont lourdement combinatoires et relativement artisanaux, d'une certaine manière. C'est un problème qui est en fait loin d'être résolu de manière parfaitement satisfaisante et industrielle. Mais disons qu'en tout cas, il illustre très bien une application potentielle du problème de sériation. A priori, le résultat va quand même beaucoup dépendre du nombre de réplications originales, donc je dis 50,
Absolument. Oui, oui, absolument. Alors, donc il y a plusieurs choses qui peuvent intervenir. Il y a un vrai trade-off. En particulier, plus on a de copies, plus on peut essayer de faire de la correction d'erreurs sur les brins originels. En particulier dans ces scénarios où on a de très longs brins, mais où les brins sont très bruités. Donc si on en accumule, on peut finir par les corriger, et ça améliore énormément la performance de l'algorithme. Et d'autre part, les technologies sont assez différentes dans leur implémentation, et en plus de sortir une information de similarité, fournissent parfois une information annexe, et ça je vais y revenir, qui, elle, permet parfois de casser l'ambiguïté due aux répétitions. En particulier, les technologies classiques ont tendance à découper l'ADN en brins plus longs, disons 1000 bases, et à séquencer les deux extrémités. Quand on fait ça, on a un peu plus d'informations, on a 2 brins de longueur 100, et on a l'information supplémentaire que ces 2 brins sont à moins de 1000 bases l'un de l'autre. Et si on mélange ces 2 informations, on stabilise largement le processus de séquençage. D'accord ? Donc ça, j'en parlerai tout à la fin. L'idée aujourd'hui, ce n'est pas vraiment de parler de sériation, mais de parler d'une application de sériation à un autre problème. Mais disons que il reste beaucoup de choses à faire sur l'ordonnancement de l'ADN avant d'obtenir un algorithme qui soit parfaitement fiable et qui séquence un ADN de manière complète et parfaitement exacte. D'accord ? Donc, je vais rapidement rappeler quelques résultats sur sériation et sur des relaxations convexes du problème de sériation. La question, c'est que c'est très bien d'écrire le problème de manière combinatoire, mais si ce problème est totalement insoluble, on n'a pas beaucoup avancé. On va voir qu'ici, on a de la chance. Et donc, je vais faire le lien entre sériation et un problème classique en combinatoire qui s'appelle 2 sommes. Et ensuite, l'idée fondamentale aujourd'hui, c'est surtout de faire le lien entre sériation et le problème d'ordonner des variables ou des joueurs ou des programmeurs, etc., à partir d'informations de préférence ou de comparaison par paire. D'accord ? Donc ça, ce sera l'essentiel de l'exposé aujourd'hui, et je finirai avec des expériences numériques. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Petit miracle pour le problème de sériation. A priori, le problème est de nature combinatoire. On optimise sur un ensemble de permutations. En pratique, sériation est l'un des rares exemples où l'algorithme de segmentation spectrale, qui est un algorithme classique de partitionnement sur les graphes, etc., est exact. Donc, que se passe-t-il quand la structure de nos données est sérielle ? Eh bien, appliquer l'algorithme de segmentation spectrale fournit un vecteur propre dont l'ordre des coefficients permet de reconstruire l'ordre originel des variables. Donc, comment ça marche l'ordonnancement, la segmentation spectrale ? On part de la matrice de similarité A, d'accord ? C'est l'information de base du problème de sériation. On construit son Laplacien, qui est simplement la matrice des degrés moins la matrice originelle, et on calcule le deuxième plus petit vecteur propre de cette matrice, qui s'appelle le vecteur de Fiedler. Et donc on obtient, ça c'est relativement facile, calculer un vecteur propre pour une matrice symétrique, c'est une complexité n carré log n dans le cas dense, donc c'est très simple, ça peut se faire à très grande échelle. Il y a des algos de ranking sur le web qui tournent à échelle gigantesque pour résoudre ce problème, donc il y a pas, numériquement c'est sans difficulté. On obtient un vecteur propre, on ordonne les coefficients de ce vecteur propre, ça produit une permutation. Et ce qu'ont montré Atkins, Bowman, Hendrickson et leurs co-auteurs en 1998, c'est que la permutation issue du vecteur de Fiedler replace la matrice de similarité A dans sa configuration R. D'accord ? Donc, petit miracle ici, on part d'un problème combinatoire, potentiellement n factoriel solution, en pratique, donc complexité factorielle, en pratique, dans ce cas précis, parce que les données ont cette structure unidimensionnelle, utiliser l'algorithme d'ordonnancement spectral reconstruit la solution exacte. D'accord ? Deux questions. À la base, il y a une valeur absolue de distance. Oui. Qu'on retrouve ici dans le caractère quadratique et le Oui. caractère euclidien. C'est stable ce résultat si on change de distance? Et alors, a priori, en fait, il n'y a pas d'hypothèse métrique sur les similarités. Donc, la seule hypothèse qu'on fait, c'est l'hypothèse de monotonicité en s'éloignant de la diagonale. C'est un peu pareil. Oui. Oui. Alors,
on a en fait une infinité de transformations monotones qu'on peut appliquer à la matrice de similarité, et ces transformations ont potentiellement un impact sur la solution. Donc, c'est dimensionnel. La deuxième question, c'est le fait que ce soit un deuxième vecteur propre, c'est lié au fait qu'on réfléchit sur des paires. c'est parce que le premier est trivial, c'est le vecteur constant. Donc, A priori, on pourrait réfléchir à des points que je ne sais pas comment on va formuler. Des paires, en prendre 3, en prendre 4. Bonne question, ça je ne sais pas. Oui, ça c'est possible. J'imagine. Il va y avoir plein de paires qui vont arriver plus tard, mais je ne suis pas sûr de pouvoir faire la connexion de manière directe. Troisième question, a priori, c'est un problème de programmation dynamique, c'est-à-dire que si on prend une partie de la permutation optimale, elle est optimale pour ensuite. Oui, et ça permet en particulier de raffiner les solutions de manière hiérarchique. C'est-à-dire que c'est divisé pour régner, et ça marche pas mal en pratique. Par contre, faire varier, on peut faire varier le contraste dans la similarité, en mettant par exemple les coefficients de la matrice à la puissance, et dans les expériences qu'on a faites sur des données ADN, l'impact n'est pas très significatif. Oui. Donc il y a beaucoup de variantes. Il y a beaucoup de variantes en particulier pour sériation, et on verra qu'il y a encore plus de variantes quand je vais parler de comparaison par paire. Et ce n'est pas toujours évident de formaliser directement l'impact entre les... Non, mais je vais en parler en fait, parce que toutes les preuves de consistance, oui, ça c'est tout, donc dernier tiers de l'exposé, que du bruit. Et donc, par contre, ce que je voulais juste terminer par dire en relation avec ta première question, c'est que la valeur propre, la plus petite valeur propre de la matrice, donc la deuxième plus petite valeur propre de la matrice, pardon, laplacienne, c'est en fait la connectivité algébrique du graphe. Et donc, il y a beaucoup de résultats qui lient en fait la valeur de cette valeur propre et la topologie du graphe. Donc ça, c'est quelque chose qui a été très étudié, notamment parce que l'algorithme de segmentation spectrale est très classique. D'accord ? Donc là, c'est vraiment... disons que la segmentation spectrale, c'est relativement ancien, ça date de bien avant 98. Ce qui est intéressant ici, c'est de montrer l'exactitude du résultat. On a beaucoup d'heuristiques pour justifier la segmentation spectrale. Ici, c'est un cas où, parce que les données sont unidimensionnelles, la solution est exacte, ce qui est plutôt spectaculaire. Voilà. Donc ça, c'est bien. C'est bien parce que c'est une solution, mais par contre, il manque encore un élément crucial, c'est qu'on a une solution, mais on n'a pas vraiment écrit le problème qu'on est en train de résoudre. On n'est pas en train de minimiser quelque chose, ou on n'a pas de contraintes explicites, etc. On sait qu'on cherche à reconfigurer une matrice, mais on n'a pas d'objectif en particulier. En particulier, dans les cas bruités, on n'est pas capable de mesurer, de comparer deux solutions. Ça, c'est un petit peu ennuyeux. Donc l'idée, c'est qu'ici, on a un peu une solution à la recherche d'un problème. Et ça, c'est délicat dans les cas où, par exemple, les données sont bruitées et où, en particulier, on s'écarte du régime perturbatif où la solution spectrale reste raisonnable. Et c'est délicat aussi dans les scénarios où on a une information structurelle supplémentaire sur la solution, notamment, par exemple, cette information par paire, où là, en dehors de la solution, c'est pas complètement clair comment intégrer cette information de paire ou cette information structurelle en général aux contraintes sur la résolution de la solution spectrale. D'accord ? Donc, l'idée ici, c'est la première question, d'une certaine manière, c'est est-ce qu'on peut écrire le problème de sériation comme un problème d'optimisation, même combinatoire, et quitte à relaxer ensuite ce problème pour y intégrer des contraintes structurelles et le résoudre de manière potentiellement efficace en grande dimension. Et évidemment, je ne serais pas en train de parler de ce problème si la réponse était non. En fait, on peut faire le lien direct et de manière assez intuitive entre le problème de sériation et un problème combinatoire classique qui s'appelle deux sommes. Comment ça marche ? C'est très simple. Deux sommes, on minimise sur un ensemble de permutations. Le produit entre la somme des produits entre les coefficients de la matrice permutée et une pénalité, I-J au carré, qui est d'autant plus importante qu'on s'éloigne de la diagonale. Minimiser cet objectif en termes de la permutation pi va naturellement agglomérer les coefficients importants de la matrice A le long de la diagonale et pénaliser les coefficients de taille importante loin de la diagonale. D'accord ?
Donc ça, on sent bien que de manière heuristique, en tout cas, ça donne quelque chose qui ressemble à ce qu'on cherche à extraire du problème de sériation. Et on peut montrer qu'en fait, c'est le cas. Donc ça, c'est ce qu'on a fait en 2013. Pour certaines structures de matrices qui sont très génériques, issues de sommes de matrices carrées par bloc, la solution du problème de somme combinatoire est également la solution du problème de sériation. Autrement dit, minimiser cet objectif en termes de la permutation π produit une permutation qui réordonne la matrice A et la place en configuration R. D'accord ? Et ce résultat a été généralisé assez rapidement par Laurent et Seminarotti à des matrices qui sont un produit de matrice R et de matrice anti-R Toeplitz. Autrement dit, le 2 ici n'a pas vraiment d'importance. N'importe quelle matrice Toeplitz anti-R, donc croissante lorsqu'on s'éloigne de la diagonale, fournit le même résultat. D'accord ? Avec évidemment un comportement un peu différent lorsque les données sont bruitées, etc. OK ? Donc ça, c'est finalement, quand on cherche à résoudre sériation, on cherche à résoudre ce problème-là. Et l'idée ici, c'est qu'on obtient un objectif qu'on peut mesurer et qui permet donc de comparer deux solutions lorsque le problème est bruité et qu'on n'obtient pas une solution exacte. Écrire les choses sous forme de problème de permutation, c'est pratique parce que ça permet ensuite d'écrire dont le problème est combinatoire, on n'a pas de solution en temps polynomial, mais on peut écrire des relaxations convexes. En particulier, on peut écrire le problème sur l'espace on peut minimiser sur l'espace des matrices de permutation, relaxer en se débarrassant de, je vais assez vite parce que c'est intéressant mais pas crucial ici, on peut laisser tomber la contrainte d'orthogonalité et écrire une relaxation convexe sur l'ensemble des matrices doublement stochastiques, où l'objectif ici est simplement une relaxation de l'objectif de somme. Ces contraintes-ci s'assurent qu'on est bien sur l'ensemble des matrices doublement stochastiques, et cette contrainte-là est destinée à casser l'ambiguïté entre les solutions. Ça, c'est crucial parce que on a toujours deux solutions, deux permutations au moins qui réordonnent la matrice, l'une croissante, l'autre décroissante. Pour le problème combinatoire, ça ne pose pas de difficulté particulière numérique. Par contre, dès qu'on fait une relaxation, si on ne casse pas cette dégénérescence dans l'ensemble des solutions, on ruine complètement la performance de la relaxation convexe, puisque toutes les solutions au milieu sont également admissibles. Donc l'idée ici, c'est simplement d'écrire une contrainte qui casse la dégénérescence du problème. Ça marche plutôt pas mal. C'est une façon de relaxer le problème de somme. Il y en a beaucoup d'autres, parce que notamment des variations sur le problème de somme ont été étudiées en détail en combinatoire, en optimisation convexe, etc. Et donc il y a eu beaucoup de travail sur notamment la relaxation des contraintes d'orthogonalité via de la programmation semi-définie, des résultats de Nemirovsky, Kaufman, Tso, etc. Et l'idée générale est très simple. Une contrainte d'orthogonalité sur une matrice Q ici, c'est écrit Q transpose Q est égal à l'identité. Ben, c'est quoi? C'est une contrainte quadratique. D'accord? Et relaxer les contraintes quadratiques, c'est quelque chose de classique. Et en particulier, on peut les relaxer en contraintes semi-définies. Et obtenir par randomisation, un peu avec des arguments à la Goumans et Williamson, des bornes d'approximation qui ne sont pas toujours extraordinaires, mais on peut obtenir, avec une relaxation simple de ces contraintes d'orthogonalité, un ratio d'approximation en racine de n. Et si on passe cette fois-ci à l'objectif pénalisé par une pénalité linéaire au lieu de quadratique, le problème s'appelle maintenant le minimum linear arrangement problem, arrangement linéaire minimal, pardon. Et dans ce cas, on a des résultats plutôt spectaculaires qui montrent qu'on peut produire des relaxations convexes, qui sont de nouveau des programmes semi-définis de très grande taille, dont les ratios d'approximation sont de l'ordre de racine de log n, pratiquement constant. Racine de log n, c'est grosso modo 5, d'accord, quelle que soit la dimension. Et donc, à peu de choses près, corrigez-moi si je me trompe. Et donc, ces bornes d'approximation sont excellentes. Malheureusement, évidemment, d'un point de vue numérique, ces relaxations forment des programmes semi-définis de très très grande dimension. Et du coup, d'un point de vue pratique, c'est relativement désespéré. Mais ça signifie que le problème n'est pas très loin d'être approximable en temps polynomial de manière efficace. Mais ici, en pratique, on a utilisé dans les versions que je vais détailler dans ce qui suit, une relaxation simple comme un problème quadratique en utilisant cette relaxation en matrice doublement stochastique des matrices de permutation.
La difficulté, c'est que même si d'un point de vue numérique, les choses sont beaucoup plus favorables parce qu'on on forme un QP qui est très, très facile à résoudre numériquement, on n'a pas encore de borne d'approximation. Donc pourquoi développer toute cette oui. Les bornes d'approximation, ce sont ces ratios d'approximation qui bornent l'écart entre l'optimum de la relaxation convexe et l'optimum du problème originel. C'était la question que j'avais en tête, c'est que dans les cas où la relaxation est exacte, c'est parce qu'on se sert uniquement de propriétés de convexité, Oui. de points extrêmes. Oui, oui, plutôt exceptionnel. Oui, absolument. Là, il n'y a pas de matrice A pour lesquelles on a ce miracle qui se produit. En l'occurrence, ces résultats sont complètement génériques. Donc, il n'y a pas d'hypothèse sur A. On part juste de la structure du problème. Ici, la seule différence, c'est que ces bornes ne s'appliquent pas au problème de somme avec une pénalité I-J au carré, mais au problème arrangement linéaire minimal, où le carré est remplacé par une valeur absolue. C'est tout. Mais moralement, les deux problèmes sont pratiquement identiques. D'accord? Donc le fait d'obtenir, évidemment d'un point de vue pratique, racine de log n, c'est parfois beaucoup, mais le fait d'obtenir des ratios d'approximation de ce type-là, avec des preuves qui sont souvent probabilistes, c'est plutôt spectaculaire. D'accord? Donc la mécanique générale de ces preuves, c'est de décrire une relaxation semi-définie. La relaxation semi-définie produit à la fin, comme solution, une matrice de covariance, et pour faire simple, on utilise ensuite cette matrice de covariance pour générer des solutions de manière aléatoire, projeter ces solutions sur l'ensemble faisable et montrer qu'elles ne sont pas trop loin d'être des solutions du problème originel. Il faut une longue série de miracles pour que ça marche. Et ça marchait en particulier de manière très spectaculaire dans le cas de MaxCut, et ça marche de manière très spectaculaire ici. Mais c'est plutôt exceptionnel. Voilà, mais donc en l'occurrence, on a de bonnes bornes, ce qui est important. L'idée, enfin d'un point de vue pratique, l'impact fondamental de ces relaxations convexes, c'est qu'elles permettent de rajouter des contraintes structurelles sur la solution, en particulier des contraintes structurelles qui viennent d'informations complémentaires sur la nature des solutions, notamment, par exemple, ces contraintes par paire qui expliquent que deux brins d'ADN ne peuvent pas être séparés de plus de 1000 bases, etc. Et ça transforme complètement la performance du problème. Donc ça, c'est important, et ces contraintes de séparation, enfin ces contraintes par paire, sont évidemment convexes, et donc très faciles à traiter d'un point de vue numérique. Ce qui est intéressant aussi quand on relaxe, et ça, il y a des résultats de Barvinock qui permettent d'analyser les choses pour les matrices de rotation, mais ce n'est pas le cas pour les matrices doublement stochastiques, même si les choses ont l'air très similaires. Et ça reste un problème ouvert qui est potentiellement intéressant. On écrit une relaxation convexe qui s'écrit sur l'ensemble. Donc on relaxe les matrices de permutation sur l'ensemble des matrices doublement stochastiques. On obtient comme solution de la relaxation une matrice doublement stochastique. Et l'idée, c'est qu'ensuite, il faut utiliser cette matrice doublement stochastique pour produire une permutation, une ou plusieurs permutations d'ailleurs. Une possibilité, c'est de projeter sur l'ensemble des matrices de permutation. Ça, c'est l'algorithme hongrois. Là aussi, c'est un petit miracle. Même si l'ensemble est non convexe, on sait projeter de manière efficace sur l'ensemble des matrices de permutation. En pratique, ça marche, mais ça ne marche pas aussi bien qu'une petite procédure très simple qui consiste à générer un vecteur aléatoire monotone, à appliquer D à ce vecteur, donc U, appliquer D à ce vecteur, DU, et à extraire la permutation des coefficients de DU. Pardon. Donc, U est ordonné monotone, DU est désordonné d'une certaine manière, et donc on peut extraire de DU une permutation, et cette permutation est notre solution candidate. On voit que si la matrice D est bien une matrice de permutation, la permutation issue de DU est toujours la même et correspond à la permutation induite par la matrice. Si par contre D est une matrice doublement stochastique, lorsqu'on génère un vecteur aléatoire U monotone, on va obtenir un nuage de permutations, donc un nuage de solutions potentielles. Et ça, souvent, ça permet d'améliorer de manière significative la performance de la solution extraite de la relaxation convexe. Pour l'instant, en dehors du fait que cette procédure marche bien numériquement et qu'elle s'apparente à une procédure qui est déjà utilisée dans d'autres résultats de relaxation dus à Barvinock notamment, on n'a pas vraiment d'analyse théorique de la performance de cette relaxation. Et ça, il y a probablement un petit peu de potentiel pour obtenir des bornes. Oui. Et l'avantage de l'analogue continu, c'est que si on sait gérer l'analogue continu, on a quelque chose qui doit bien se comporter quand même. Oui. Parce que c'est une
j'ai un transparent avec du continu à la fin, et en fait, c'est une voie qui a été explorée notamment pour montrer la consistance de l'algorithme d'ordonnancement spectral, où là, on passe en continu, typiquement pour décrire le comportement du spectre, le gap, etc. Et ce sont des résultats qui sont plus ou moins récents, dus à von Luxburg, que je citerai tout à la fin. Mais c'est clair que montrer la consistance de ces méthodes est parfois beaucoup plus simple en continu ou de manière asymptotique. Et le fait que les résultats ensuite soient asymptotiques n'est pas un gros problème. Donc la réponse est oui, mais encore dans les derniers 30% de la présentation. Voilà. Et donc, rapidement sur les algorithmes, optimiser, c'est juste pour introduire un certain nombre de pointeurs vers des résultats intéressants, pas plutôt en combinatoire ici, mais qui sont de nouveau assez spectaculaires. Optimiser sur l'ensemble des matrices doublement stochastiques, c'est relativement coûteux. Optimiser sur l'ensemble des matrices de permutation, même chose, puisque les variables sont de dimension O de N2. En fait, un résultat récent de Goomans, de nouveau, en 2014, montre qu'on peut écrire une formulation étendue du permutaédron, donc le polytope des permutations d'un vecteur discret, qui est naturellement de dimension n carré, a priori. On peut écrire une représentation de ce polytope avec n log n, on peut faire log n d'ailleurs, donc n log n contrainte et n log n variable. Donc on représente ce polytope grosso modo comme la projection, qui est relativement complexe à décrire, comme la projection d'un polytope de dimension un tout petit peu plus grande, n log n au lieu de n, mais dont la complexité, dont la description est beaucoup plus simple puisqu'elle s'écrit en n log n contrainte. D'accord ? Et ça, ces résultats-là, enfin ça c'est un sujet de recherche très actif depuis les résultats d'Yannakakis il y a quelques années, et ça a un impact numérique colossal puisqu'on passe d'un problème avec n carré variable à un problème avec n log n variable. D'accord ? Et ça permet donc de résoudre ces relaxations en dimensions relativement sérieuses. Sur l'ADN, on applique par exemple ces programmes avec 10 000 lectures sans difficulté particulière. Fin de la parenthèse combinatoire. Donc voilà, donc l'idée aujourd'hui, c'était d'introduire brièvement le problème de sériation. D'abord parce que c'est une des rares exceptions en termes combinatoires où on a une solution exacte à un problème qui a priori est extrêmement difficile. Et cette solution est liée à un algorithme très classique. Mais l'idée aujourd'hui, c'est surtout de parler d'ordonnancement à partir d'informations de préférence, et donc d'ordonnancement en particulier à partir d'informations de préférence par paire. Donc le problème lui-même est très facile à décrire. D'accord ? On a comme information initiale, donc je vais juste pour bien fixer les choses, je vais parler de quelque chose de complètement différent qui n'a rien à voir avec sériation au début, mais je vais faire, enfin, dans quelques transparents, j'espère pouvoir faire la connexion de manière complètement explicite. Donc ici, c'est a priori complètement différent. Je pars d'une information de préférence relativement abstraite. D'accord ? On a un certain nombre de variables, n, et on a sur un sous-ensemble de ces paires de variables une information de préférence. Donc on sait que la variable i est préférée à j pour un certain nombre de paires ij dans l'ensemble des paires possibles. D'accord ? Et typiquement, cet ensemble est relativement parcimonieux. Et l'idée ensuite, c'est d'utiliser cette information de préférence par paire pour reconstruire un ordre ou un classement entre ces variables. D'accord ? Alors, ça paraît un peu abstrait, mais c'est un problème qui est très classique. D'accord ? Il y a de nombreux scénarios qui produisent naturellement des données des problèmes de ce type-là, notamment les tournois sportifs. Un tournoi sportif, on a pour chaque match un vainqueur et un perdant. Et à partir de ces informations de préférence ou de résultats de match par paire, on cherche à reconstruire un classement général. Donc les tournois sportifs, c'est une application directe de ce problème de reconstruction de l'ordre à partir d'informations par paire. En e-commerce, en commerce électronique, c'est relativement classique aussi parce qu'on peut imaginer que lorsqu'un consommateur fait face à plusieurs produits et qu'il en achète un, il exprime des préférences. Et de nouveau, on peut classer les produits, les bouquins, etc., les vidéos, à partir de cette information de préférence par paire. D'accord ? Oui, il y a plusieurs configurations de tournois et il y en a où le problème est naturellement structuré pour être soluble de manière explicite. Donc c'est un problème qui a été étudié en long et en large
Et disons que les tournois sportifs ne sont probablement pas une des applications où la contribution de ces algorithmes va être la plus directe. On est bien d'accord. Mais disons qu'en tout cas, dans ce cas-là, l'information est structurée exactement comme je l'ai décrit précédemment. Mais en pratique, une des applications, disons, avec le plus de potentiel de ces techniques, c'est plutôt dans l'extraction de préférences sur des sujets un peu flous, la musique, les films ou les images. Il y avait un site au tout début de l'Internet, enfin disons il y a 10-15 ans, qui s'appelait Hot or Not, et qui présentait une longue série de paires de photos et qui demandait aux utilisateurs d'exprimer leurs préférences sur les photos et qui produisait un classement final des images en fonction de leur degré de hotness. L'idée ici est très simple et un peu abstraite, mais c'est qu'il est souvent beaucoup plus simple de révéler une préférence en termes relatifs que de la révéler en termes absolus. Si je vous demande est-ce que vous préférez cette image à celle-ci ou ce morceau de musique à celui-là, la réponse est en général beaucoup plus naturelle que si je vous demande de scorer, d'évaluer sur une échelle de 1 à 10, par exemple, les deux morceaux de musique séparément. D'accord ? Et donc, l'idée de la reconstruction d'ordre, de l'ordonnancement à partir d'informations par paire, c'est que dans beaucoup de scénarios, il est beaucoup plus naturel de révéler l'information relative que de révéler une information absolue. Et donc, ça, c'est probablement une des applications les plus directes de ce genre de résultat. Voilà. Donc, j'ai mis 2 images pour illustrer un petit peu le scénario, mais à vous de choisir l'application que vous avez en tête. Donc, je vais juste très rapidement. Donc, l'idée ici, c'est d'introduire, en utilisant Seriation, une nouvelle classe d'algorithmes pour faire de l'ordonnancement à partir d'informations par paire. C'est un vaste sujet. L'ordonnancement, c'est terrible parce que tout le monde a travaillé dessus et a sa méthode préférée. Il y a énormément de littérature, donc on oublie évidemment beaucoup de monde. J'ai eu des problèmes déjà en séminaire de l'autre côté de l'Atlantique parce qu'il y a des auteurs qui se sont sentis lésés, qui étaient dans l'Assemblée. Donc à chaque fois, j'essaie d'en rajouter, mais c'est évidemment incomplet. Mais je vais essayer en quelques transparents, en tout cas, de résumer un certain nombre d'algorithmes classiques pour résoudre ce type de problème et décrire un peu le genre de scénario utilisé. Donc, si je vous laisse 2 minutes pour produire un algorithme d'ordonnancement à partir d'informations par paire en 4 lignes de code, une des choses qui va sortir très naturellement, ce sont des algorithmes par score. Vous comptez le nombre de victoires et vous ordonnez les joueurs en fonction de leur nombre de victoires. Ça paraît très naturel et ça marche. Donc ça, c'est une option. C'est Borda, ça date du XVIIe siècle. C'est très XVIIIe, je ne sais plus. Et donc ça, c'est très classique. C'est utilisé, alors il y a beaucoup de variations sur ce thème-là, il y a des pages entières, des dictionnaires entiers de scores, c'est utilisé en échec avec une version plus sophistiquée, en ligne pour classer les joueurs sur des sites de jeux en ligne. Donc ça, c'est très naturel. Un tout petit peu plus sophistiqué, mais très classique aussi, il y a des méthodes spectrales, dont je vais parler assez rapidement. Les premières datent probablement de Satie dans les années 70, peut-être avant. Et puis, plus récemment, on a d'autres méthodes spectrales qui leur ressemblent, mais pas tout à fait, du Adwork notamment et Negaban. Il y a des méthodes statistiques où on suppose que les observations sont répétées, on va chercher à résoudre le problème d'ordonnancement comme un problème de maximum de vraisemblance, donc ça, je vais y revenir très rapidement. Et il y a des méthodes du type apprentissage, où, en fait, on cherche à apprendre un algorithme de classification à partir des fonctions de score, pour répliquer le comportement de ces fonctions de score. Donc, un de nos co-auteurs, notre seule excuse pour l'incomplétude massive de cette liste de références, c'est qu'un des co-auteurs est en train d'écrire un bouquin sur le sujet qui devrait être traité de ces méthodes historiques de manière beaucoup plus détaillée. Absolument. Transparent qui suit. Mais transparent qui suit. Donc là, c'est pas dans le dernier tiers, mais je vais y revenir. Non, pardon, c'est celui d'après. Donc juste, ça, ce sont en tout cas un certain nombre de classes d'algorithmes classiques.
pour être tout à fait précis, dans ces multiples références, le cadre dans lequel les données sont observées n'est pas toujours le même. En particulier, on a régulièrement des scénarios où un sous-ensemble strict des paires de préférences est observé, mais dans d'autres cas, on va par exemple observer l'ensemble des paires de préférences, des préférences par paire, mais on va supposer que ces préférences sont corrompues et que donc une fraction de ces observations sont incorrectes. D'accord ? On peut aussi avoir des scénarios où ces préférences, une paire de préférences est observée de multiples fois, mais elle est par exemple bruitée, les observations sont bruitées. Et il y a également un certain nombre d'auteurs qui se sont intéressés aux scénarios relativement réalistes où on peut choisir la prochaine paire de préférences qui sera échantillonnée. Et ça a évidemment un impact sur le comportement de l'algorithme et sur ses performances statistiques. Donc ça, c'est du côté données. Du côté performance et mesure de la performance, objectifs, métriques, etc. Là aussi, il y a beaucoup de variations. En particulier en informatique, une des façons classiques dans la littérature informatique, une des façons classiques de mesurer la qualité d'une reconstruction, c'est de mesurer le nombre d'inconsistances locales entre les préférences par paire et l'ordre global. D'accord ? Donc, imaginez que vous ayez une permutation qui reconstruise la matrice des préférences par paire dans son ordre, soi-disant dans l'ordre optimal. La mesure de la qualité de cette reconstruction peut être faite en regardant chaque préférence par paire et en vérifiant si chacune de ces préférences est consistante avec l'ordre global reconstruit. C'est-à-dire que les candidats mieux classés battent systématiquement les candidats moins bien classés. La mesure qui s'appelle Feedback Arc Set, c'est une mesure qui compte le nombre de préférences locales qui contredisent l'ordre global. Okay ? C'est très combinatoire, évidemment, mais Claire Mathieu, qui est juste à côté, et ses co-auteurs ont montré qu'on peut écrire, ce problème-là est combinatoire, mais il peut être approximé par un problème polynomial de complexité relativement élevée, mais avec une précision arbitraire. Donc je ne me souviens plus exactement de la meilleure borne de complexité sur cet algorithme, mais on peut obtenir une approximation arbitrairement précise de la solution de ce problème de minimiser l'ensemble des préférences inconsistantes, avec une complexité qui est de l'ordre de n à la puissance 7 ou quelque chose comme ça pour un algorithme stochastique. Donc ça, c'est une des formulations du problème qui a une bonne solution, en tout cas sur papier. Une autre, c'est un résultat classique dû à Bradley, Terry et Luce, sur lequel je reviendrai, où là, les observations sont répétées, on a un modèle statistique derrière ces observations, et on cherche à reconstruire les paramètres de ce modèle statistique en résolvant un problème de maximum de vraisemblance. En machine learning, on a aussi des résultats utilisant des machines à support de vecteurs. Je ne vais pas revenir sur ces détails. Voilà le transparent promis sur Elo, pas le tennis, mais les échecs. Donc, pour passer en revue très rapidement les scores, le premier d'entre eux, d'une certaine manière, c'est probablement le board account, qui date du 18e, où les joueurs sont tout simplement classés par leur ratio de victoire, c'est-à-dire le nombre total de victoires divisé par le nombre total de comparaisons. D'accord ? On a un certain nombre de propriétés, on peut écrire beaucoup de choses sur ce score qui est très simple à détailler, on peut montrer que dans certains cadres, il est d'ailleurs optimal, et il y a évidemment une longue liste de variations sur cette formulation, sur des modifications de ce score. Un tout petit peu plus sophistiqué que cet argument relativement direct, c'est le système Elo de classement des joueurs d'échecs, qui date, lui, des années 70. Ce système attache à chaque joueur classé un coefficient qui mesure la qualité de son jeu, mu. Et dans ce système, on suppose que la probabilité qu'un joueur I batte un joueur J est donnée par grand H de mu I moins mu J. Donc mu décrive le niveau des deux joueurs, le vecteur mu décrit le niveau des joueurs, et en gros, H est la CDF de la distribution gaussienne, typiquement. Et ce qui se passe, c'est que chaque fois que deux joueurs s'affrontent, on met à jour le vecteur des niveaux, mu, et on le met à jour selon cette formule. On va supposer que WIJ est une variable binaire qui reflète victoire ou défaite. Et donc, chaque fois que I bat J, par exemple,
on met à jour son vecteur de niveau en lui ajoutant une fraction de cette variable binaire, d'accord, donc C, mais on va pondérer cette modification de son vecteur de niveau par la difficulté du match. Autrement dit, battre un joueur qui est beaucoup plus faible que soi aura moins d'impact sur le score que battre un joueur dont le niveau était très proche. D'accord ? Et donc, ça, c'est relativement naturel. Une des caractéristiques intéressantes de cette structure-là, c'est que la somme du vecteur MUI, donc le niveau total des joueurs pris de manière globale, reste constant après chaque match. Donc, en fait, dans le système Elo, les joueurs s'échangent des coefficients de niveau. Il y a des versions stochastiques de systèmes qui servent, où les vecteurs qui traduisent le niveau des joueurs sont maintenant des distributions, et ces distributions sont mises à jour à chaque fois qu'un match a lieu, et qui sont utilisées par Microsoft, par exemple, pour classer ses joueurs sur la station Xbox. L'idée de ces méthodologies, c'est qu'elles ont un coût numérique pratiquement nul, et donc elles sont très faciles à mettre en œuvre. Mais par contre, évidemment, ça n'est pas sans difficulté. Leur robustesse est beaucoup moins bonne que des méthodes dont je vais parler dans ce qui suit. Les algorithmes spectraux, donc il y a, en dehors de celui de Satie que j'ai cité initialement, il y a des arguments d'ordonnancement qui sont basés sur des idées de chaîne de Markov sur un graphe. L'idée est très simple et très similaire à, par exemple, l'algorithme qui était utilisé ou qui est peut-être toujours utilisé par Google pour faire de l'ordonnancement sur le web. On a une marche aléatoire sur un graphe, d'accord, et on va supposer que cette marche aléatoire est structurée de telle sorte que la probabilité d'aller d'un nœud I à un nœud J dépend de la fréquence des défaites de I vers J. Autrement dit, si I a beaucoup perdu vers J, la marche aléatoire va aller plutôt fréquemment du nœud I au nœud J. C'est une forme de vote d'une certaine manière, et les joueurs qui gagnent souvent, les nœuds correspondant à des joueurs qui gagnent souvent seront visités fréquemment par l'algorithme. D'accord ? Et l'idée, c'est que comme on a une chaîne de Markov, on la structure de telle sorte qu'elle soit symétrique, et du coup, on a une distribution stationnaire, et on va associer à la distribution stationnaire va mesurer la fréquence asymptotique de visite de chaque nœud du graphe en fonction de la structure du graphe, et le graphe est structuré de telle sorte que les joueurs qui ont gagné beaucoup de matchs soient visités fréquemment, et on va utiliser du coup les coefficients de ces distributions stationnaires pour établir un classement des joueurs. D'accord ? L'avantage, c'est que, de nouveau, le calcul du classement revient à un simple calcul de valeur propre, et que donc la complexité de cet algorithme est très très raisonnable. D'accord ? Donc ça, c'est un exemple d'algorithme spectral. Je vais aller assez vite, mais on peut, dans le cadre... Donc ça c'était méthode spectrale. Ici, ce sont une approche statistique. Dans cette approche statistique, on va supposer qu'on a des observations multiples sur chaque préférence par paire, et que la probabilité de victoire de I sur J est donnée par, de nouveau, H, typiquement une CDF, de NUI moins NUJ. Donc c'est quelque chose qui ressemble de très près à... On a un modèle linéaire généralisé qui ressemble de très près au modèle qui est utilisé dans les scores Elo. Et l'idée, c'est de reconstruire... Il est paramétré par un vecteur nu qui représente le classement qu'on cherche à reconstruire, et l'idée, c'est de reconstruire ce classement par maximum de vraisemblance à partir des observations répétées. Et ça, c'est un simple problème de maximum de vraisemblance qui se trouve être convexe et qu'on peut résoudre en particulier par des méthodes de points fixes qui sont relativement efficaces. D'accord ? Donc ça, c'est de l'approche statistique. Évidemment, cette approche statistique nécessite des observations multiples sur les préférences, un scénario qui n'est évidemment pas toujours réaliste. D'accord ? Donc aujourd'hui, je vais parler d'autres choses. Donc d'une autre façon de construire des algorithmes d'ordonnancement à partir d'informations de préférence par paire, en utilisant les résultats de sériation dont j'ai parlé au début, pour reconstruire un ordre total à partir de l'information de préférence. Et l'idée de base est très simple, c'est on a une information de préférence par paire, on va utiliser cette information pour construire une matrice de similarité entre les joueurs. Et évidemment, à partir du moment où on a une matrice de similarité désordonnée issue des préférences,
on va utiliser les résultats de sériation pour reconstruire le classement général des joueurs. D'accord ? Ça donne une nouvelle classe d'algorithmes spectraux pour faire de l'ordonnancement. Et on va voir que ça donne beaucoup de degrés de liberté sur la construction. On a beaucoup de degrés de liberté sur la construction de la matrice de similarité, et en particulier suffisamment pour qu'on puisse faire de l'ordonnancement avec des matrices très simples, dont le spectre est pratiquement connu de manière explicite, et dont on peut étudier de nouveau de manière complètement explicite les propriétés de stabilité, de consistance, etc. Donc, de nouveau, si je vous laisse 5 minutes dans une salle avec pour objectif de partir d'une information de préférence et de produire une information de similarité, il est très possible que vous sortiez quelque chose comme ceci. D'accord ? On va supposer ici que l'information de préférence par paire est stockée dans une matrice C qui est égale avec CIJ égale à 1 si I a un meilleur classement que J, et moins 1 si J a un moins bon si J a un meilleur classement que I, 0 si les préférences ne sont pas observées. Et on va définir une matrice de similarité à partir de cette matrice de préférence en utilisant cette formule simple. D'accord ? Et l'idée derrière cette représentation, c'est que S-match IJ va simplement compter le nombre de comparaisons similaires entre I d'une part, J d'autre part, et toutes les autres variables avec lesquelles ces deux variables sont comparées. D'accord ? Donc ça, c'est une description littérale de cette formule. L'intuition derrière cette représentation, c'est quoi ? C'est que si, par exemple, on est dans un scénario de tournoi, on va classer de la même façon deux joueurs qui ont battu les mêmes autres joueurs et qui ont été battus par les mêmes joueurs. D'accord ? Ça paraît complètement naturel. Ça se traduit comme ceci en termes numériques, et ça produit une matrice de similarité dont la structure est particulièrement simple. D'accord ? Ce qu'on peut montrer, c'est que si on observe l'intégralité des préférences par paire, la matrice de similarité issue de ces préférences ou de ces résultats de compétition a une structure extrêmement simple. Elle s'écrit simplement n moins la valeur absolue de i moins j. D'accord ? Et la seule chose qui nous reste à montrer pour obtenir un algorithme d'ordonnancement à partir de l'information de préférence par paire, c'est que cette matrice S-match satisfait bien l'hypothèse R de décroissance quand on s'éloigne de la diagonale, et dans le cas présent, c'est complètement trivial. D'accord ? Et donc, c'est terminé. Alors, c'est une façon de produire une matrice de similarité à partir d'informations de préférence. Il y en a évidemment une infinité d'autres. En particulier, si on met un exposant ici pour augmenter le contraste dans l'information de similarité, on obtient de nouveau une matrice de similarité qui satisfait la propriété R. Donc, a priori, on peut ajuster le contraste à l'infini. Mais l'avantage de cette matrice-ci, c'est que on lui applique l'algorithme de segmentation spectrale. La question donc, c'est de voir à quel point cet algorithme est robuste, par exemple au bruit ou à des observations, à une inconsistance dans les observations. Et comme cette matrice a une structure extrêmement simple, ses propriétés de robustesse dépendent de son spectre et de la structure du second vecteur propre, du vecteur de Fiedler. Et dans le cas présent, à la fois le spectre, en tout cas de manière asymptotique, le spectre et la structure de Fiedler sont connus de manière explicite. D'accord ? Et donc, on peut dire beaucoup de choses sur la robustesse de l'algorithme à un bruit dans les observations. On peut sortir très facilement des résultats sur ce qui se passe quand quelques coefficients de la matrice sont perturbés. Ça, je passe. C'est facile à illustrer graphiquement, mais les preuves graphiques, c'est toujours très malhonnête. Donc, je vous laisse. L'idée, c'est qu'en fait, l'information, si on compare ces algorithmes spectraux aux algorithmes par score, il suffit pour un algorithme par score de permuter deux préférences pour introduire une ambiguïté, parce que l'information est finalement stockée dans un vecteur, très intuitivement. Dans le cas des algorithmes spectraux, l'information est compressée ou stockée dans une matrice symétrique qui se traduit en termes de similarité. Perturber deux coefficients de préférence a un impact relativement local sur cette matrice, ce qui rend la solution et qui ne perturbe pas, n'introduit pas d'ambiguïté dans le vecteur propre correspondant à l'ordonnancement, et qui du coup rend l'algorithme beaucoup plus robuste à des inconsistances ou à du bruit dans les matrices dans l'information de préférence. Bon, encore une fois, un argument graphique
Donc voilà. Alors l'idée, ce qui rend ce cadre particulièrement attractif, c'est surtout la structure extrêmement simple de la matrice de similarité S-match. En particulier, on peut utiliser les résultats classiques de von Luxburg et ses co-auteurs pour extraire de manière explicite la structure du vecteur de Fiedler pour l'opérateur asymptotique. Donc ça, comme promis, c'est le passage au continu. D'accord, où tout est simple. On résout une équalif toute du second ordre pour obtenir la structure du vecteur propre qui donne l'ordre des variables. On a un résultat explicite qui montre que le spectre, le corps du spectre est bien séparé des valeurs propres qui nous intéressent et que donc l'algorithme est stable, etc. En fait, tout s'écrit très naturellement pour cette matrice parce que sa structure est extrêmement simple, que la fonction de degré est extrêmement simple elle aussi. Donc ces résultats sont asymptotiques, mais comme tout ce qui concerne le spectre, il marche très bien même en dimension raisonnable. Donc ici, on voit en vert la formule asymptotique issue des résultats de von Luxburg pour le vecteur de Fiedler. En dehors de sa forme, l'information principale sur ce vecteur, c'est qu'il est monotone, et ce qui montre bien que une fois qu'on a réordonné la matrice sous sa forme R, donc ça c'est juste une confirmation numérique du résultat de Atkins. Donc la matrice réordonnée fournit bien l'ordre originel des variables si on regarde les coefficients du vecteur propre, et en bleu, on a le vecteur de Fiedler pour une matrice de dimension 100. Et la correspondance entre ces deux courbes est pratiquement parfaite. D'accord ? Donc numériquement, le fait de faire une analyse asymptotique ne pose pas de problème particulier. Et donc, c'est 0,1, oui. Oui. Qu'est-ce qui se passe au bord? Il y a quelque chose? Bonne question. Je ne me souviens plus de la forme de la solution. En fait, si on interprète, on parle de Laplacien parce que c'est moins x moins y qui est la solution fondamentale. Oui. Donc ça, c'est sur la droite réelle tout entière. Oui, oui, oui. Ici, en fait, je ne me souviens plus des détails ici. En fait, on s'est surtout concentré sur ça, parce que ce qui compte dans la stabilité de la solution, c'est l'écart minimal entre deux coefficients. Parce que ce qu'on veut, dans le cas bruité, le bruit sur la matrice laplacienne va induire un bruit sur le vecteur propre, et on veut que le bruit sur le vecteur propre soit en norme L infini inférieur à l'écart minimal entre deux coefficients. Donc c'est surtout la pente de ce vecteur propre autour de 0 qui définit la robustesse de la solution. Ici, les choses se passent plutôt bien. Alors, bien, c'est très subjectif, mais disons que d'un point de vue ranking, en tout cas, les choses se passent bien. Voilà. Donc, bon, je vous épargne les détails. Et l'idée ensuite, c'est de montrer que, enfin, d'essayer de montrer, on n'y est pas encore tout à fait, que l'algorithme en termes d'information est optimal. Et je vais conclure là-dessus. Avant de passer, il me reste 4 ou 5 minutes. OK. Enfin, avant de passer aux résultats numériques, je vais conclure là-dessus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire optimal? On peut montrer en tout cas ici que si on observe racine de n multipliée par n log n cube comparaison consistante, alors avec probabilité disons proche de 1, la norme L infinie de la distance de l'écart entre le vecteur reconstruit et le vecteur exact est bornée par une fraction de n, la dimension, le nombre de variables. Ça veut dire quoi? Donc on échantillonne n log n cube variables multipliées par racine de n, d'accord? Donc beaucoup moins que n carré. Ce qu'on montre, c'est que si on échantillonne suffisamment de variables, donc une fraction des variables qui est supérieure à cette quantité, alors le bruit sur le vecteur d'ordonnancement, sur la reconstruction du classement, est local. Autrement dit, sa norme L infinie est une fraction de la longueur du vecteur. D'accord? Donc ça, c'est un résultat de consistance qui montre qu'il suffit d'obtenir n à la puissance 3,5 modulo le thermologue comparaison pour reconstruire un ordre qui est consistant avec l'ordre exact modulo des erreurs locales. OK? Malheureusement, ça c'est bien. C'est bien parce qu'on a n3,5 à la place de n carré.
Donc on en gagne déjà racine de n, mais on peut mieux faire. On peut mieux faire parce que, a priori, d'autres algorithmes plus simples, plus naïfs et malheureusement numériquement moins robustes produisent ce même genre de résultats de consistance, mais en utilisant simplement n log n comparaison, ou n un polylog comparaison. D'accord? Et pour l'instant, on n'a pas encore tout à fait réussi à se débarrasser de ce facteur racine de n. Et la question est un peu ouverte pour la matrice que je vous ai montrée, et probablement un peu plus simple pour une autre matrice qu'on est en train d'étudier, mais enfin disons que les choses sont en suspens. Pourquoi est-ce que cette borne n log n est optimale? Ça, c'est l'effet coupon-collector. D'accord? Si vous choisissez une variable au hasard parmi n et répétez l'opération un certain nombre de fois, asymptotiquement, avec au bout d'un certain nombre d'observations, vous allez avoir observé au moins une fois l'ensemble des variables. D'accord? En fait, il y a une transition de phase pour ce problème du collectionneur de coupons. Donc, on peut imaginer que chacune des variables est un coupon. D'accord? Avec moins de n log n tirages, la probabilité d'obtenir au moins une fois chacun des coupons est proche de 0. Et au-delà de n log n tirages, cette probabilité est envers 1. D'accord? Donc il y a une transition de phase sur l'observation, sur le problème du collectionneur de coupons. Moins de n log n observations aléatoires sur les variables, vous avez avec probabilité 1, une probabilité proche de 0 de les observer toutes. Par contre, avec plus de n log n observations, vous avez avec une probabilité proche de 1 toutes les variables en main. Okay, ça se traduit comment en termes de préférence? Ça veut dire que si vous faites moins de n log n observations sur les préférences, sur la matrice de préférence, avec probabilité proche de 1, vous allez manquer des colonnes. Donc, pour certaines de ces variables, vous n'aurez aucune comparaison. Et du coup, reconstruire un ordre consistant est désespéré. Donc ça, ce résultat du collectionneur de coupons montre que pour observer au moins une préférence par variable, il faut échantillonner au moins n log n préférences, et que donc le nombre d'échantillons minimal pour espérer obtenir un résultat de consistance, c'est n log n. D'accord? Et en fait, on ne peut pas faire n log n, mais on peut s'approcher très près de n log n. Mais malheureusement, avec cette méthode spectrale, on n'y est pas encore tout à fait. J'espère que dans quelques mois, ce sera réglé. Mais en pratique, c'est déjà beaucoup. Je pense à du e-commerce. Ah oui, c'est clair. Mais non. Mais alors, on peut espérer faire des classements partiels au moins. Mais c'est vrai qu'en fonction des applications, c'est pas clair. Pour les tournois, c'est peu, mais pour l'e-commerce, c'est clair que cette matrice de préférence est très parcimonieuse. Donc la structure de la preuve, je vais passer très rapidement dessus, c'est essentiellement un résultat de perturbation plus des résultats de concentration sur le Laplacien. En combinant le tout, on obtient une borne L infinie sur l'erreur dans le vecteur de Fiedler. Et c'est cette borne L infinie qui contrôle évidemment l'erreur qu'on fait sur le classement des variables à la fin. D'accord? Donc ça, c'est l'idée générale. Ce serait évidemment beaucoup mieux sans ce facteur racine de n, mais pour l'instant, on n'a pas réussi à s'en débarrasser. Donc je vais terminer dans les quelques minutes qui me restent avec des résultats numériques. L'idée générale, c'est que ces résultats sont concluants ou pas, selon le point de vue dans lequel on se place. La méthode qui est détaillée ici est une classe un peu différente enfin une nouvelle classe d'algorithmes d'ordonnancement, et donc elle se comporte plutôt très différemment des résultats existants. Donc ici, ces résultats sont en rouge. Le graphe qui est, sur l'axe des Y, on a le Kendall taux, c'est le vecteur de corrélation entre les permutations. Il est à 1 quand la solution est exacte, et il diminue, enfin c'est une corrélation, mais entre vecteurs de permutation. Et donc ce qu'on voit, c'est que l'algorithme dont je viens de parler se comporte en règle générale plutôt mieux lorsque la solution est bruitée mais pas trop. Donc ici, c'est le pourcentage, donc ce pourcentage qui est ici reflète le pourcentage de coefficients de comparaison qui sont corrompus. Ici, c'est le même genre de scénario, mais où les préférences sont manquantes au lieu d'être corrompues. Et ici, c'est la même chose, mais où il y a à la fois un mélange de préférences manquantes et corrompues. D'accord ? De nouveau, pas d'ordre
strict, pas de classement strict entre ces algorithmes d'ordonnancement. Ordonnancer les algorithmes d'ordonnancement, c'est dur. Et donc, ça, c'est une illustration graphique de ces résultats. Donc, les graphes précédents, c'était sur des données artificielles. Ici, c'est sur des données issues d'un concours de programmation en ligne qui s'appelle Topcoder. Et au lieu de mesurer, comme on n'a pas la solution exacte et qu'il n'y en a probablement pas, on mesure le critère de feedback upset, c'est-à-dire le nombre de comparaisons qui sont inconsistantes avec l'ordre global reconstruit. C'est le feedback arcset. Et on regarde cette mesure sur les meilleurs cas joueurs, d'accord, pour voir à quel point on est bon dans le sommet du classement, ce qui est plutôt la fraction du classement qui compte. Et là, de nouveau, pas de verdict complètement clair sur la méthode. On a évidemment choisi en premier un graphe où notre méthode se comportait beaucoup mieux. Ça, c'est une année, je ne sais plus exactement laquelle, 2010, je pense. Mais si on s'intéresse à d'autres années, l'ordre entre les méthodes a complètement changé. Donc, pas de résultat clair. La méthode se comporte bien, mais c'est très difficile d'établir un classement entre les méthodes de classement. Par contre, ce qu'on voit, c'est que si on rajoute de l'information semi-supervisée, c'est-à-dire de l'information structurelle supplémentaire sur la solution, la performance s'améliore de manière très significative. Ça, je vais y revenir très brièvement dans le dernier transparent sur l'ADN. Un de nos co-auteurs est anglais, et c'est difficile de parler d'ordonnancement en Angleterre sans parler de football, et donc on a un transparent obligatoire sur le football. Moi, j'y connais absolument rien, mais pour eux, ce qui se passe au sommet et en bas du classement est absolument fondamental. Et c'est une bonne façon d'illustrer l'impact de l'information structurelle sur les algorithmes d'ordonnancement. Donc là, on a comparé les classements issus des différents algorithmes que j'ai détaillés précédemment, dont l'algorithme spectral qui est ici. Et on a utilisé l'information structurelle très riche extraite de nos co-auteurs anglais pour modifier un tout petit peu le bas du classement ici. Et ce qu'on voit, c'est que, si mes souvenirs sont bons, on avait imposé à Cardiff d'être tout en bas du classement. Et ce qu'on voit, c'est que rajouter une information structurelle sur Cardiff a un impact très significatif sur l'ensemble du classement. Donc, de nouveau, rajouter de l'information structurelle a un impact non trivial sur le résultat de l'algorithme spectral. Ça, c'est quelque chose qu'on constate sur les problèmes d'ordonnancement avec information de préférence, et c'est aussi quelque chose qu'on constate de manière très marquée sur les problèmes d'ordonnancement d'ADN. Donc voilà. Mais sinon, ce qu'on voit, c'est que ces classements sont plutôt consistants, mais pas totalement identiques. Et ça déchaîne les passions en Angleterre. Ici, je ne suis pas sûr que... et donc, pour finir sur un résultat très visuel, ça, c'est sériation sur des données synthétiques issues du chromosome 22. Donc, on a simulé une expérience de séquençage du génome à partir de la vraie séquence du consensus sur le chromosome 22. On a simulé 250 000 brins, lectures de brins, et on a utilisé l'algorithme spectral pour reconstruire la solution. Je n'ai pas du tout 250 000 pixels verticaux ici, donc au lieu de représenter la matrice dans son intégralité, ce qui est désespéré, j'ai zoomé sur deux fractions de cette matrice, et ce qu'on voit, c'est que sur certains segments, la reconstruction est parfaite. On obtient une matrice qui est diagonale par bande, et la bande passante ici, c'est exactement le nombre de copies de l'ADN qu'on a fait initialement. Et sur d'autres brins, les choses sont un peu plus bruitées, parfois à cause des repeats, parfois à cause du bruit de lecture, mais dans l'ensemble, la solution se comporte pas mal. Et donc, si on utilise seulement l'algorithme spectral et qu'on compare la position reconstruite des brins versus leur vraie position, on obtient quelque chose qui n'est pas très loin d'être diagonal. Si on rajoute de l'information structurelle liée à la présence de ces paires, à la lecture par paire, on obtient une solution qui est très très proche de la diagonale. Et on est en train de tester ces résultats à plus grande échelle sur des données plus réalistes avec d'autres technologies. Et pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait mûr, mais on espère que ça va finir par tourner. Et donc, de nouveau, enfin, l'idée de ces résultats spectraux ont l'avantage de tourner en très grande dimension. Le fait de pouvoir écrire une relaxation permet d'inclure de l'information structurelle, et l'impact de cette information structurelle est très significatif. Voilà. Donc, pour résumer, j'ai essentiellement parlé de sériation. Si vous retenez une chose de la présentation d'aujourd'hui, c'est que le problème de sériation
même si c'est combinatoire, c'est facile à résoudre. La solution spectrale marche. Et sinon, l'autre résultat dont j'ai brièvement parlé aujourd'hui, c'est que sériation, ça peut servir à faire de la reconstruction de l'ordonnancement à partir de préférences par paire, et que les méthodes spectrales issues de cette formulation sont très faciles à analyser. Voilà, merci beaucoup. Merci.